Ouais, j'ai pris des murs. Et ce qui est marin, après 6 mois manager, j'étais là, ouais, en fait, c'est pas mal, quoi. J'étais quand même mon truc bien. Et 1 an après, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs qui n'ont pas bien marché, mais il y en a qui ont marché. 2 ans après, ouais, en fait, c'est vrai qu'avec du recul, il y en a des choses, en fait, à maîtriser. Qui demande rien n'a rien. C'est un truc que ma mère me disait, en fait. Et je pense que j'ai adopté, sans m'en rendre compte. Je croise beaucoup de gens qui veulent des trucs et ils le demandent pas. Et moi, c'est un truc que je m'efforce de faire. Et on m'appelle le caribou. Ça reste un surnom, mais je pense que c'est juste que je l'assume pas, quoi. J'en ai un peu marre qu'on me rappelle que je viens du Québec. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de David Lambert, qui est le CTO de MyTraffic. Merci David d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est avec plaisir. Écoute, je vais te laisser te présenter et revenir sur quelques grandes étapes de ton parcours. Ouais, carrément. Grand parcours. J'ai pas mal d'étapes, je dirais, avant de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai démarré par la première moitié en fait, de ma carrière en tant que développeur, après un cursus de ce que vous appelez en France une licence, un bac+3, je crois. On appelle ça comme ça. Ouais, en fait, quand je suis arrivé, déjà, on m'a vendu comme bac+5. D'accord. Et ensuite, on m'a expliqué plusieurs fois, quand je disais baccalauréat, que non, c'était pas ça que j'avais fait, j'avais fait plus que ça. Mais bon, au Québec, on appelle ça un baccalauréat en informatique, quoi, comme Bachelor of Computer Science, dans le monde anglophone. Donc ouais, je suis sorti de l'université. Quand tu es arrivé en France, on a dit, bon, c'est plus un bac+3, c'est un bac+5. En fait, j'ai démarré donc, dans les premières 4-5 ans en SS2I, en ESN. Ouais. Et donc, j'arrive dans une boîte quoi, qui s'appelle CGI, qui était toute petite à l'époque, en fait, mais qui était le plus gros provider de services en IT au Canada, qui entre-temps a racheté, j'ai oublié le nom en France, cette boîte-là, qui sont à peu près 25 000. Bon, bref. Ils sont grands aujourd'hui. Ouais, c'est un très gros truc. Et je suis arrivé chez eux et on m'a étiqueté en fait comme ça. Je pense aussi pour un peu gonfler l'expertise ou le background que j'avais, peut-être en recherche de grandes écoles françaises, ce qui n'était pas trop mon modèle. Et donc je suis arrivé en France très peu longtemps pour avoir fait mes études. Et je suis arrivé donc pour CGI, j'ai démarré sur des TMA, sur une stack Microsoft. J'ai fait plusieurs choses, j'ai changé de groupe ensuite pour faire d'autres missions aussi en tant que consultant. Toujours autour du développement et aussi une piqûre sur l'agilité dans une expérience à la SGIB, parce que j'ai eu un coach agile qui était incroyable, qui m'a amené à réfléchir. Qui s'appelait ? Il s'appelait Thierry. J'ai oublié son nom de famille. Tu sais quoi ? On retrouvera, on mettra dans les notes. Ouais, avec plaisir. et si ça se trouve, ça pourrait peut-être même lui faire plaisir. Donc, non, parce que ça a vraiment marqué. Si je me rappelle aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et il m'a aidé vraiment à passer de comment je réfléchis juste moi, développeur, un peu à vouloir devenir bon, d'avoir toutes les meilleures compétences, et à c'est quoi une équipe, comment ça fonctionne bien une équipe, et comment on délivre plus avec un peu le playground qu'on a aujourd'hui. Autant d'un point de vue technique que humain. C'est un déclic, ce coaching, pour toi, par rapport des envies managériales, des envies de faire toi grandir des gens, en fait. Ouais, je dirais timidement à cette époque-là. Ouais, timidement en sens, je pense que j'étais encore axé, on va dire, sur ma performance plus que celle des autres en termes de bienveillance, honnêtement. Et non, c'est plus tard qu'après, j'ai vraiment pris cette casquette-là, l'expérience que j'ai eue sur les années suivantes d'après, pour ensuite voir qu'est-ce que j'avais envie finalement de transmettre, mais surtout aussi comment fonctionne une équipe. Je pense peut-être on en parlera tout à l'heure sur le management. Je pense qu'il va y avoir deux choses. Il y a la performance des individus d'une équipe, des membres de l'équipe, et il y a la performance de l'équipe elle-même. Et je pense que ce qui m'a vraiment apporté, c'est l'aspect vraiment de performance équipe à cette époque-là.
par la suite, rebondissement complet, je joue au squash en fait, en compétition par équipe. Le capitaine de l'équipe démarre sa start-up, il cherche à faire un truc, il commence à me poser plein de questions. Un jour, je dis, en fait, il faudrait peut-être que je fasse des trucs pour toi, quoi. Donc, soir et week-end pendant 6 mois, 9 mois. Ensuite, je rejoins la start-up early stage qui s'appelle WinMe, qui existe encore, qui en fait même commence à cartonner pas mal. On est en quelle année là du coup ? Là on est en 2012. Je pense qu'on démarre en 2011-2012. Ouais. Et là, expérience startup pour la première fois. Donc je pense de TMA avec grands groupes parce que j'ai plein 3 tonnes de trucs, mais où est-ce que je suis là juste pour livrer. Là il faut qu'on sorte un produit, il faut que nos utilisateurs ils kiffent et je vais tout faire moi-même sur la partie qui était en fait l'idée c'était du moins le produit que moi je bâtissais c'était un peu le Dropbox en français. Donc, c'est WinMe, c'est ça Ouais. Ok. Donc c'est vraiment la synchronisation de fichiers, ce genre de choses-là dont moi je m'occupais du client lourd qu'on mettait chez nos clients. Donc grosse expérience technique, mais surtout de se démerder quoi, tout seul. Ouais, là tu fais tout, tu fais pas que le dev. Support client, tout. Tu as un avocat en fait au téléphone qui te dit je retrouve pas tel fichier et là en fait tu pars de là. et voilà, finalement tu enseignes ce qu'est Windows, ce qu'est macOS, mais on fixe aussi des petits bugs méchants quoi. Ok. Et donc pendant 6 mois ça cette expérience là donc 6 mois off. La nuit, les week-ends, et t'arrives salarié 1, t'es associé, comment ça se passe ? Je suis salarié, 8, 10, un truc comme ça. J'étais pas associé sur le projet. Et ça a duré ensuite 2 ans. Où est-ce que là, on a passé un peu le produit n'existe pas à un produit stable, en fait, qui commence à pérenniser. Et ensuite, une envie d'aller à l'étranger. Irrépressible. Donc sur un coup de tête avec ma femme on se dit ouais on va bouger et moi qui arrive du Québec et déjà j'étais en France c'était pas aussi non plus par hasard et là du coup je me dis pays scandinave je suis curieux, ma femme sa meilleure pote elle est de Copenhague donc je me mets à chercher à Stockholm, Copenhague, Oslo et une boîte à Aarhus qui est la 2e ville du Danemark qui fait du trading d'électricité et de gaz naturel. Et il me rappelle très vite et on est déménagé 2 mois et demi plus tard, un truc comme ça, pour une nouvelle aventure. Là, j'étais tech lead là-bas. De barrière de la langue, pas de sujet ? Non. En fait, il y a un anglais qui est parlé couramment par à peu près tout le monde qui a au-delà de 50 ans, en dessous de 50 ans, pardon. Donc non, vraiment pas. Après, je prends des cours de danois. J'arrive à un niveau pas mal. Je parlais très bien avec ma prof de danois. Avant d'arriver ou t'arrives et tu... Ah non, j'arrive et je démarre. Okay. Et c'est une langue qui est assez compliquée pour le coup. Qu'aujourd'hui, je parle encore un peu. Le problème, c'est comprendre les danois en fait. C'était le plus gros challenge. Je pense, à part ma prof de danois et les étrangers qui parlaient danois, j'ai encore toujours du mal. Donc tu sais parler tout seul, quoi. C'est un peu ça, ouais. Non, franchement, quand on revoit justement la pote de ma femme, on arrive quand même à avoir des conversations sympas. J'arrive à parler avec ses enfants et tout. Faire une presse en danois dans un milieu professionnel, non. T'as chaud sous les bras, quoi. Ouais, non. Je laisse tomber, quoi. Ok. Mais, du coup, vraiment un coup de tête ? L'envie, elle vient d'un coup. Le choix de la destination, c'est... Ça bouillonne, c'est le choix de la destination qui est vraiment un coup de tête, dans le sens où on n'y connaît rien. Et puis, quand tu vas à l'étranger, généralement, tu cherches une capitale. Tu te dis, je vais dans une capitale, il y a plein de monde, les gens vont justement parler anglais, il y a une ouverture. Là, c'est pas une destination internationale. En fait, si c'en est une, mais pas du même genre qu'une grosse capitale. Donc, on arrive là. À peu près 3 mois après l'arrivée, 4 mois après l'arrivée, 25% de la boîte est mise à pied, 50% de l'IT. Grosso modo, moi j'étais là en fait pour l'idée une équipe, donc vraiment sur la partie technique, sur
la mise en place d'outils custom autour en fait de plein de personas dans cette boîte de trading là. Donc c'est du trading, du prop trading, donc c'est pour leur propre profit. Sur des marchés qui sont très peu matures, donc les outils custom en interne, c'était vraiment la façon de booster en fait leur performance et ça marchait très bien. Ils avaient une croissance folle jusqu'à ce moment où les revenus ont commencé à diminuer, les coûts avaient augmenté, donc ils ont pris une décision assez hard. Et au travers de cette période-là, quelques mois plus tard, d'ici la fin de l'année, on me propose, David, t'as très bien géré l'équipe, tout le monde sait ce qu'ils font, machin, on pense que tu devrais être manager. Je fais OK. Du coup, t'arrives sur un poste sans dimension managériale, quoi. Plutôt le sachant, le lead technique. Il n'y a pas de management à ce moment-là, quoi. Non, il n'y en a pas. Je gère l'équipe dans son aspect vraiment, on va dire, fonctionnel, comment on fluidifie les choses. Et je pense que c'est ça qu'on remarque. On se dit que he cares, tu vois. Et après, on me propose ce poste-là donc pour manager une équipe de 8 personnes au démarrage, déjà de l'assemblée de personnes qui venaient d'autres équipes à l'interne par rapport à un nouveau projet qu'il y avait. Et donc, j'ai dit oui, en mode, t'es sûr que je peux le faire? Et en même temps, je savais que j'avais envie, j'ai toujours aimé les challenges, il faut que je me renouvelle tout le temps. Si je ne me renouvelle pas, je m'ennuie très vite. Et donc, je dis oui, et je le fais. Et j'ai aussi cet accompagnement-là qui était vraiment spécial dans cette boîte. Il y avait tout un programme de montée en compétences sur le management et sur le leadership. Donc, il y avait des sessions de formation qui étaient organisées, et notamment aussi une semaine intensive avec des gens de plusieurs niveaux différents d'expérience de management. Et aussi une espèce de playbook qui était fait par la boîte. Donc, la boîte avait 400, elle a été passée à 300 du coup à ce moment-là. Et ce playbook-là qui définissait vraiment ce qu'on attendait de manager ou de leader dans cette boîte-là. Il y a des originalités dans ce playbook, enfin dans les attendus. Si t'en retires quelques points forts. C'était le côté work hard, play hard était intense. C'était une société de trading, donc forcément il y a le côté les journées où est-ce qu'il y a beaucoup de thunes qui rentrent, c'est des bonnes journées. C'est pas plus compliqué que ça. Donc l'actif est parti aussi de ça. Donc c'est toujours aussi en mode plus on atteint, plus on se fait des gros kiffs. Donc je vais t'avouer que quand on est allé en Corse et j'ai pris l'hélicoptère pour aller sur le toit d'une montagne à côté pour ensuite la redescendre, j'ai trouvé que c'était une expérience assez sympa et qui était aussi liée à cette culture-là, quoi. Mais associée à un management exigeant, un management qui est très responsabilisant déjà. En fait, c'est vrai, en France, j'entends souvent parler que le management dans les pays scandinaves, c'est un management horizontal. Je pense qu'on s'attend à ce qu'il n'y a pas de manager. J'ai l'impression qu'il y a cette image de non, tout le monde est là et tout le monde bosse dans un but commun. Oui, certes, mais il y a quand même des équipes, il y a quand même des managers qui sont là et des managers qui, dans un des épisodes que j'ai écouté, on parlait de servant leadership, qui est un concept qu'on peut-être parfois des fois on idéalise, mais je pense que si on le sommarise, en fait, tu responsabilises les gens et tu les tiens accountable des missions, des objectifs qu'on leur donne. Et quand ça marche très bien, on tire l'élastique. Et quand ça marche moins bien, on prend des décisions dures, avec courage, et avec une culture de feedback continue. Donc, vraiment, on n'attend pas pour donner du feedback. Le feedback, c'est un feedback qui est préparé, qui se donne de façon neutre, objective, de façon bienveillante et candide. Et ça, c'était martelé. Et, alors, il y a le dire, et il y a apprendre à le faire. On t'a appris à le faire, ça? Ouais, on m'a appris à le faire dans des formations hands-on avec du roleplay. Donc, plutôt jeune, encore dans ma carrière, j'avais peut-être 6 ans d'expérience, 7 ans d'expérience à cette époque-là. Et j'arrive dans ça, il y a des gens seniors. Moi, je suis un peu aussi confiance en moi. Tu vois, on m'offre ce truc-là, donc c'est bien parce que je le vaux bien. Et là, on me dit, là, on va faire du roleplay. Donc là, toi, tu es le manager, moi, je suis l'employé. Et là, tout ce qu'on vient de voir ce matin, là, la première heure et demie, on va dire, en théorie, là, on va la mettre en pratique. Et là, tu te prends une petite claque. Tu te rappelles d'un jeu de rôle qu'on t'a fait faire?
Le classique, c'est en mode comment tu coaches, tu vois. Comment tu essaies de sentir où est-ce que tu as réussi à faire en sorte que la personne commence à réfléchir à son contexte et commence à approcher sa propre décision, et comment tu te forces comme un fou à ne pas en fait donner ton guidance. Pour moi, il y a deux types de conversations. Soit tu fais du guidance pour des gens qui ont besoin d'aller sur la compétence, ou tu fais du coaching pour des gens qui ont déjà la compétence de base que tu as besoin, et que là, tu vas justement étirer un peu l'élastique vers des compétences nouvelles. Et bien là, c'est comment tu te bats pour pas donner cette guidance-là et comprendre où est-ce que la personne en face de toi va dans la conversation. Et ça ouais, j'étais vraiment dans le malaise. Mais vraiment. Et pour le coup, maintenant, moi, je m'en sers toujours avec tous les managers que j'ai pu monter en compétence dans mes équipes. C'est, là, on va faire du roleplay. Et là, la décomposition dans leur visage, elle est plaisante. Parce qu'il y a toujours ce moment-là, non mais attends, je vais pas m'entraîner à avoir cette conversation-là, c'est pas nécessaire. Je me suis déjà prêt. Je dis, ok, si t'es prêt, vas-y, on y va. Tu me la déroules, là. Et c'est là où est-ce que j'ai aussi, à travers le temps, vraiment su capitaliser sur ce que eux avaient mis en place pour avoir vraiment un management homogène dans la boîte, qui circule les valeurs qu'on souhaite dans la boîte, et aussi avoir des équipes strong, qui grandissent, et des choix difficiles quand il faut. Ça a été des murs, ça? Enfin, il y a des choix difficiles, c'est séparé, j'imagine. Ouais, c'est séparé, ouais. Entre autres. Ou des discussions juste tout simplement difficiles dans le feedback continu que je parlais tout à l'heure, que j'évoquais, quoi. Il y a plein de petites choses, je pense qu'on peut toujours laisser passer sur des moments d'équipe ou des moments de performance individuelle qu'on peut tolérer, en fait, par justement cette absence de feedback, ou voire même un délai trop long entre le moment où est-ce qu'on va délivrer le feedback. Et ça, c'est un pli à prendre, de se forcer à le faire, de se forcer à le préparer à le faire, et ensuite, une fois qu'on le livre, d'en faire un fil rouge, en fait, au sein de toutes les discussions qu'on va avoir avec soit les individus ou l'équipe, pour se dire, ok, la dernière fois, on s'était dit que c'est vers là qu'on allait. La dernière fois, il y a eu des actions en fait qui n'allaient pas dans la bonne direction. Et étape C, ok, on a eu encore un épisode où non, c'est un peu mieux, et on peut aller vers d'autres directions. Mais au final, s'il n'y a pas ce fil rouge-là à travers l'expérience de la personne, on va potentiellement avoir quelqu'un qui ne sait pas qui fait bien, qui ne sait pas qui fait mal, ou qui ne sait pas où il va. Donc, il va peut-être même avoir un engagement qui décroît. Donc, pour moi, hyper important, en fait, d'avoir ces petites choses-là au quotidien, au fil de l'eau, qui vont renforcer vraiment cette pratique de management-là. Il y a dans ce switch de lead tech à manager, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus dures à faire, ou que tu n'as pas réussi à faire, ou tu t'es pris un mur Ouais, j'ai pris des murs. Et ce qui est marrant, du moins, je pense rétrospectivement, c'est après 6 mois manager, j'étais là, ouais, en fait, c'est pas mal, quoi. Non, mais je suis pas mal, je fais quand même mon truc bien. Et 1 an après, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs qui n'ont pas bien marché, mais il y en a qui ont marché. 2 ans après, ouais, en fait, c'est vrai qu'avec du recul, il y en a des choses, en fait, à maîtriser, et on peut que s'améliorer, même en tant que manager. Donc, des murs, des feedbacks mal fait, quoi, tout simplement, qu'on se rend pas compte tout de suite sur le début. Et le cycle du manager, c'est pas un cycle de dev où est-ce que là tu pushes sur master et t'as ton retour. Là, c'est du 6, 12, 18, 24 mois, si on parle d'équipe aussi. Donc ouais, des feedbacks mal faits, des discussions salariales mal faites, en fait, qui créent des frustrations énormes, même du feedback positif mal fait, hein. Des gens, en fait, okay. Des fois, on se focus vraiment juste tellement sur l'amélioration de 1 ou 2, qu'en fait, du feedback positif, ça va être justement, on va aller dans le sommaire, on va passer moins de temps à le construire pour vraiment pousser sur ce qui va bien, en fait.
Il y a un livre que j'aime beaucoup, moi, qui est Thinking Fast and Slow. Tu vois ce livre? Non. Kahneman, j'oublie son prénom. Pour moi, c'est un livre qui m'a fasciné. C'est un livre de behavioral science, neuroscience. Sciences du comportement. Ouais, sciences du comportement, voilà, merci. Et de psychologie, quoi. Et il a un des thèmes en fait qu'il aborde, c'est comment le cerveau fonctionne en deux temps. Donc le cerveau qui répond vite et immédiat et plus instinctif, quoi, pour faire simple. Et la deuxième qui est quand tu le fais bosser, c'est lui qui peut aller très loin, mais qu'il faut faire un exercice. Et ce premier cerveau-là, et le deuxième aussi, fonctionne d'une façon où est-ce que lorsque tu vas réfléchir à ton comportement, si on te dit, ouais, t'as très bien fait hier ton meeting, ton stand-up hier matin, et c'est très bien passé. Bah, à la rigueur, tu vas dire, ok, bah, c'est cool, merci. Sinon, tu peux aussi, pour avoir un meilleur impact, tu vas vraiment réfléchir tu vas vouloir amener la personne à réfléchir à où est-ce que j'étais à ce moment-là, j'étais en train de faire quoi, c'est quoi mon souvenir de ce moment-là. Et ça sert à vraiment aller chercher, en fait, dans le cerveau, la petite case qui retient ce souvenir-là. Et ensuite, tu vas exprimer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On est en train de discuter de tes sujets, j'en sais rien, sur l'augmentation de 20% des bugs depuis 2 semaines. Et là, on va mettre en exergue en fait, le comportement que la personne a eu. Et c'est là le choix de se dire, c'était un bon ou un mauvais. Et si c'est bon, c'est là où est-ce que la personne va, une fois qu'elle a bien chargé en fait, dans sa mémoire, si tu veux, dans sa RAM, voilà ce qui s'est passé. Ah, et oui, c'est ça qui est bien. Ah ben là, cette personne-là va le répéter, en fait, tout naturellement. Et dans l'autre sens, si c'était amélioré, on va dire, oui, non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est vrai, en fait, c'est pas faux. Et en fait, la prochaine fois, je vais juste avoir à remplacer cette petite chose-là. Et ça, c'est vraiment une mécanique du cerveau, en fait, qui est associé à plein de frameworks en fait, de management, dont en fait, comment on donne feedback. Et donner feedback positif, c'est aussi important en fait, de réfléchir comme ça. Ok. Tu prépares longtemps avant de faire un feedback, ça te demande combien de temps de préparation? À l'époque, ça me prenait du temps, ouais. Et ils nous encourageaient vraiment beaucoup à le faire au début, en mode tu sors du meeting, s'il y a vraiment un truc, là, il faut que tu donnes un feedback. Il faut que tu le fasses tout de suite après. Et si tu te sens pas prêt ou si tu veux avoir un feedback juste même effectif, tu arrives, tu prépares ton modèle, tu l'as écrit, et là tu vas le voir, je peux te parler 5 minutes, et là tu le délivres. Et donc ça, à l'époque, ça me prenait du temps dans le sens où est-ce qu'à chaque fois que je le faisais, ça me prenait 5-10 minutes. Si on parle aussi de feedback dans une quarterly review par exemple, moi j'aurais tendance à passer beaucoup de temps pour écrire un bon texte bien structuré de la façon qu'on vient de se dire, même à l'écrit, pour vraiment avoir ce moment de discussion de qualité, qu'on se mette au diapason et s'assurer que la personne va dans la direction qu'elle veut et dans la direction qui est bonne pour la boîte. Donc aujourd'hui, je te dirais, je pense que je passe plus de temps à aider mes nouveaux managers à le préparer ou des nouveaux managers qui sont expérimentés à bosser avec cette méthode-là. Okay. Et une fois que là, je sens que c'est plié, que c'est acquis, peut-être pas maîtrisé, mais acquis. Dans l'ADN, quoi, en tout cas. Ouais, voilà. Là, je décroche. Là, je ferme les yeux et là, je fais, ouais, ok. Je pense que les gens en dessous, ça, ils vont kiffer. Et après, quand je rencontre les gens qui sont les skip level meetings, quand je passe du temps avec les gens qui sont des N-2, N-3, clairement, c'est des discussions qui sont, oui, innocentes, oui, à leur service, mais aussi où est-ce qu'on va à la pêche aux infos. Hein. C'est pêche aux infos dans le sens, est-ce que cette personne-là sait où qu'elle va? Est-ce qu'elle est en adéquation avec ce qu'on fait? Est-ce qu'elle est motivée, etc. Et c'est à ces moments-là que je me dis, cette personne-là est écoutée, cette personne-là sait où elle va. Moi, ça me fait 80% du taf. Ok. Tu parlais je rebondis juste, des discussions salariales un peu qui peuvent être ratées. C'est vrai que c'est des moments importants. Il y a des... je sais pas, t'aurais des tips pour pas la rater, justement, ou des choses qui... Et comment tu prépares ça?
Ouais, ça se prépare déjà. Ça se prépare. Je pense que peut-être un manager junior justement qui n'a pas eu de formation, qui n'a pas d'expérience, qu'on va laisser tout seul, je pense qu'il ne va pas la préparer. Il va arriver avec la nouvelle et ça va faire... ça va bien se passer ou ça va mal se passer. Et mal se passer, ça peut être quelqu'un qu'on va annoncer... En fait, c'est une annonce que la personne ne va pas aimer. Donc ça peut être une raise pas assez haute ou pas de raise ou une raise très haute, mais avec un message en fait qui fait en sorte mais ok, j'ai ça, mais en fait par rapport à ce que tu me dis, je devrais avoir plus. Et ça peut partir dans tous les sens. Donc cette préparation là pour moi, elle est essentielle sur se dire c'est quoi le message que je vais passer et c'est quoi le rationnel que je vais avoir derrière. Donc là, s'il y a des frameworks dans la boîte, donc les salary range, un career path ou un job ladder qui va aider justement à cranter les gens en fait dans leur progression. Si ça c'est déjà fait, ça va beaucoup aider. Ensuite, il y a tous les Q&A en fait, je pense assez classique. Hein, Q&A, c'est questions et réponses quoi. Ouais, ok. Et qui vont aider genre on a souvent en fait la question, mais en fait ou du moins le statement qu'on reçoit en face, c'est ouais, mais l'inflation s'est éteinte. Ou des choses du genre bon, mon voisin il a eu temps. C'est des trucs assez classiques en fait qui se répondent de façon assez standard quoi. Et c'est des choses juste à avoir en tête. Et ça, pareil, moi, c'est des choses que je vais faire avec mon manager. Bon, tu vas me l'annoncer, ma raise. Tu vas m'annoncer là que je vais avoir juste 3%, alors que le marché donne 2%, mais bon, juste 3% cette année. Pourquoi ? Et là, on fait du roleplay et on réessaye. Et 2 jours plus tard, il m'en refait une autre version. Jusqu'à temps que moi, je vais aller titiller sur juste pourquoi, mais j'ai fait plus. Et une fois qu'on a fait tout ce Q&A là, c'est pas la peine de tout dérouler, c'est un message court. Écoute, généralement ça vient à la fin d'une review annuelle, une quarterly review mais qui a vocation à être annuelle, où est-ce qu'on va se dire le pourquoi, qu'est-ce qui motive et comment nous on pense que c'est le bon chiffre. Et à partir du moment que ça s'est balancé, on attend la réponse et ensuite on décide où est-ce qu'on va ajuster. Et si on a préparé tout le Q&A, on peut y aller. Et le tips absolu, je dirais, c'est il ne faut pas rentrer dans le débat. Il faut juste livrer, être sûr dans nos bottes. Si t'es pas sûr, ta prep n'est pas bonne. Si t'es pas sûr, c'est que t'as pas préparé. Ouais, ou t'as pas donné le bon salaire, quoi. Ouais, si t'es pas sûr, c'est que t'es pas sûr de ton choix, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et si t'es pas aligné avec ton manager, qui t'a lui... C'est moi qui fais le budget. C'est mon manager dans l'équipe qui doit lancer le message. Si lui se dit, non mais en fait, David, tu aurais pu donner 4-4 plus, lui, à un moment donné, c'est lui qu'il faut sauvegarder. Pardon, c'est pas le bon moment. C'est lui qui doit être confortable avec le message. Ouais. Et il faut le mettre dans une bonne zone, quoi. Et ça, moi, en tant que CTO, déjà, de m'assurer que ce travail-là est fait et pour que cette personne-là puisse, elle, être bien préparée. Ok, donc cette expérience au Danemark, un bon switch vers du management et avec une bonne école de formation, quoi. Ouais, complètement. Donc ça a duré, la partie de management, j'ai fait 3 ans là-bas, ou 3 ans et demi, un truc comme ça, à travers pas mal de changements et un retour de croissance de la boîte. Donc ça, c'était très excitant. Puis ensuite, on a ça gratte un peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je regarde un peu partout en Europe et un retour en France. Ça gratte un peu, t'as une envie de mouvement ? Ouais, une envie de mouvement, ouais, pardon. Je commençais à avoir fait le tour de ce que j'avais à apprendre là-bas, même si on aimait beaucoup le Danemark. Deuxième ville du Danemark, dont on dit pas beaucoup de boulot, qui sont English speaking comme première langue. Donc, j'applique pas mal d'endroits. Et le truc qui m'attire le plus est à Paris, qui était pas nécessairement notre premier choix. Et on revient en France avec 2 enfants de plus d'ailleurs. Donc, félicitations. Mes 2e et 3e filles qui sont nées là-bas. Et je reviens pour Adevinta. T'en as combien ? J'ai 3 filles. Moi aussi. C'est vrai ? Ouais. Ça fait un autre point commun. Exactement. Et donc je reviens pour Adevinta qui est un groupe de marketplace dont Le Bon Coin fait partie et d'autres marketplaces en fait en Afrique du Nord, Amérique latine et en Europe. Aujourd'hui
ils ont acheté eBay Classifieds, donc c'était devenu très 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 gros. Et là d'ailleurs, ils se sont fait racheter, je crois, par Blackstone, un truc comme ça. Donc ça a beaucoup de mouvements. Bon bref, donc j'arrive pour Adevinta, je bosse pour le groupe, je m'occupe de la détection de fraude et la modération de contenu. Donc c'est un peu un îlot en fait dans ce groupe en fait qui fournit un service pour toutes les marketplaces. Donc un service qui a tendance à être plus mature que ce que certaines marketplaces vont pouvoir se bâtir, parce qu'elles sont petites. À l'époque, il y avait une marketplace qui était République Dominicaine, où est-ce qu'il y avait 6 personnes. Donc ils n'ont pas les moyens en fait de se faire des services poussés pour aller détecter la fraude, des choses comme ça. Donc nous on est là en fait un peu au sein de ce groupe-là. À côté il y avait à peu près 150 personnes qui faisaient d'autres services ou plateformes du genre. Et nous on est géré d'une équipe en fait qui est sur ton service de détection de fraude, il fonctionnait sur les différentes marketplaces. Alors ça, c'était l'enjeu. C'était l'objectif, ouais. C'était l'objectif. Quand je suis arrivé, il y avait... Parce qu'il y a plein de spécificités, j'imagine, par marketplace, par métier, par... Exactement, ouais. Donc on a bâti c'était une plateforme en fait qui était multi-tenant, donc qui était vraiment configurée par marketplace. D'accord. Qui était aussi scalable par marketplace pour pas que ça faille entre... si on est down pour... les Républicains et que ça met en péril Le Bon Coin, bah ça fait un peu mal, quoi. Surtout par rapport au volume de Le Bon Coin. Donc on offre ce service-là. Et l'idée, en fait, c'est d'accroître le nombre de contenus différents dont on peut ingérer, tout en intégrant le plus de marketplaces possible pour leur faire sauver des coûts et en même temps pour leur servir un service qui était plus mature, là, comme je disais tout à l'heure. Et donc, géré d'une équipe en fait qui était splittée sur 4 pays. Donc c'est ça aussi qui m'a fait venir. J'avais des gens qui étaient à Oslo, des gens qui étaient à Vienne, des gens qui étaient en remote même de l'Autriche, une équipe à Paris avec des gens aussi qui sont partis remote. On avait produit et design et qui était à Barcelone. Le headquarters de ça, Adevinta. C'était une de tes motivations de pouvoir gérer une équipe multi-site, multiculturelle ? Ouais, complètement. C'est une difficulté en plus, hein. Justement, tu parlais de feedback, tu fais pas le feedback probablement de la même manière à des personnes qui viennent d'horizons différents. Non, clairement pas. Ou justement si, je sais pas. Bah, en fait, pour moi, il y a la même méthodologie. Après, il y a une autre compétence qu'on parle peut-être pas souvent, ou peut-être que j'en cherche pas à en lire plus, c'est l'intelligence culturelle. Ou naviguer les cultures, quoi. Et c'est une compétence que une fois que tu es dans la pièce, il y a des gens qui sont là, des gens souvent de plusieurs horizons, parce qu'en plus là je te parle de plusieurs pays, mais on avait à la fin sur l'équipe de 25-30 là, on avait 18 nationalités. Et tu arrives dans la pièce et il y a une discussion qui se passe et il y a des gens qui communiquent entre eux, et en fait avec cette intelligence culturelle-là, tu perçois en fait qu'ils ne se comprennent pas. Tu perçois qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils parlent de la même chose, mais qu'ils ne parlent pas de la même chose. Et aussi, ça aide à comprendre... Tu as des exemples en tête comme ça J'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, comme ça. Mais généralement, c'est autour de la gestion un petit peu des attentes, un peu... la façon, par exemple, peut-être de prendre une décision, ça peut être aussi sur du langage. Sur une décision, ça peut être... on s'était dit qu'on allait le faire. Bon, ça, c'est la conséquence, tu vois, la semaine d'après. Là où, sur certaines personnes, ça va être... on s'en est parlé, donc c'est plié. Sur certaines autres cultures, en fait, oui, on en a parlé, mais c'était pas encore acté que par telle date, on va faire ci, on va faire ça. C'est bête et méchant en fait, mais il y a des choses qu'une fois que ça tu réussis à les choper, tu vas fluidifier en fait le flow de ton équipe, quoi. Après, de façon juste individuelle, il y a la façon, le rapport déjà juste au travail, le rapport à la collaboration avec les gens. Je vais te donner peut-être une anecdote. Hein. Les Français m'ont souvent dit: vous les Québécois, vous êtes super sympas, ou même les Canadiens, ou même Nord-Américains, on va dire, at large. On peut se faire une soirée, on est hyper potes, et le lendemain, c'est comme si on ne s'était jamais connus.
Je fais, bon, c'est peut-être un peu extrême, mais je vois très bien de quoi tu parles. En fait, on peut très bien s'amuser. Et donc, ce rapport-là, par exemple, entre les gens, en fait, dans une équipe qui a plusieurs cultures, même plusieurs religions, hein, ça peut apporter pas mal de conflits, en fait, qui vont être souvent en sous-marin. Et quand on est capable d'aller mettre le doigt dessus, ça aide, en fait, à mieux comprendre, en fait, comment les gens bossent, quoi. Et après, il y a aussi des trucs de langage, juste l'anglais que parlent les Français, l'anglais que parlent les Danois, l'anglais que parlent les Allemands. En fait, quand tu comprends un peu la langue qu'ils ont derrière, tu comprends pourquoi ils parlent l'anglais comme ça. Et c'est marrant, des fois, ça aide sur certaines situations, en fait, à savoir un peu plus naviguer, en fait, les distances qu'il peut y avoir entre certaines incompréhensions, quoi. Donc, ouais. Et pourquoi on parlait de ça, je sais plus. Parce que je te demandais si ça avait été un moteur pour toi de prendre ce poste pour gérer des équipes multisites, multiculturelles, et que c'était pas forcément le truc le plus simple à faire. Ouais, non, c'était pas le plus simple. Donc, ouais, à revenir là-dessus, donc, ouais, on arrive à une équipe qui est sur 4 pays. À peu près 6-9 mois après ils ont décidé que ils allaient avoir ces 7 plateformes-là qui avaient été choisies pour en devenir la globale. En fait, ils avaient pris 3 plateformes qui étaient au sein du groupe, parce que les marketplaces, ils refont toujours les mêmes choses, en fait. Ils refont toujours la détection de fraude, ils refont toujours la messagerie, ils refont toujours, en fait, comment tu gères les images, comment tu fais de la détection d'objets dans une image, des choses comme ça. Donc là, l'idée, c'était de dire, on va mettre en compétition ces 3 plateformes-là, on va en choisir une, et après, ils se sont dit, on va prendre ces 3 équipes-là, on va en faire une. Et c'est pour ça qu'ils étaient split sur plusieurs pays. Donc je suis arrivé, il a fallu décider technologiquement qu'est-ce qu'on faisait, et aussi assouplir humainement. En fait, il n'y avait pas de manager avant, donc assouplir humainement comment l'équipe fonctionnait. Avant, il y avait 3 process, il y avait 3 stacks, et il y avait 3, on va dire, bonnes ententes. Il y a le concept de in-group dans un groupe. Là, il y a 3 groupes dans un groupe, en fait. Donc, c'était 3 équipes qui en étaient pas vraiment une au final. Donc, ça a été pas mal le challenge de la première année. Et de faire aussi croître l'équipe qui était environ 12 personnes à l'arrivée, jusqu'à 25-30 avec produits, design, tout ça. Donc, ouais, une expérience qui était vraiment pour moi enrichissante. J'ai rencontré aussi des gens que je trouve incroyables, que je garde toujours dans ma tête pour un jour, pour peut-être des idées. S'ils m'écoutent, on va se retrouver un jour, j'espère. Et, tu fais du name dropping ou pas? Non, je fais pas name dropping. Mais ils vont se reconnaître. S'ils écoutent, ils vont se reconnaître. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'on a monté une équipe, franchement, qui était canon, quoi, qui était soudée. Qui était dans un flow hyper intéressant, sur des problèmes intéressants, une stack intéressante, challenge intéressant, tout le monde content. Et c'est une équipe qui était particulière aussi, parce qu'on était... Pourquoi tu t'en vas alors? Écoute, je m'en vais... Ça te grattait? Écoute, rétrospectivement, ça me grattait, et aussi, j'étais aussi dans une période où est-ce que j'avais envie de faire plus, que je sentais que j'étais un peu capé. Et sur la partie vraiment pure rétrospective, c'était aussi, j'avais des frustrations que je pense que j'arrivais pas à gérer. Et ça a été quelque chose que ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. On en reparlera peut-être dans l'année d'après. Mais ouais, j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'avais aussi ce rêve-là de cette équipe, qui était vraiment pour moi, sur plein d'aspects, idéal. Bon, l'équipe parfaite n'existe pas, hein, mais qui était, du moins, c'était la plus parfaite, je pense, que j'ai pu... avec qui j'ai pu travailler, et ouais, j'ai envie de faire plus, et j'avais Doctolib qui m'avait contacté une fois, puis 2 fois, un peu comme ça, leader de recrutement engineering qui me parle, et là la 3e fois qui m'a dit ouais, poste de directeur, on va faire de nouvelles choses, on a une grosse carte devant nous. Je me dis en fait, je pense qu'un mois avant, d'ailleurs, j'ouvre l'appli avec ma femme, je me dis, mais
franchement, Doctolib, quand même, la mission, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'ils font comme tech? Qu'est-ce qu'il y a comme challenge? Et un mois après, on me dit, ouais, poste de directeur. Là, on va faire un truc, ça va aller vite, ça va être canon. Et je rencontre le podcast la semaine prochaine. Je rencontre Nicolas Neyer pour beaucoup d'entretiens. Et avec des gens de son équipe, avec CTO, CPO de l'époque. Et je suis séduit, en fait. Je suis séduit par l'aventure. Je suis séduit par le côté pas de limite. Ouais, tu y crois, puis on y va. Et puis donc, j'accepte. J'accepte le challenge. Donc, j'arrive chez Doctolib. Donc là, c'est 5 semaines. Pas de limite, c'est pas de limite en termes d'idées, de moyens, on peut foncer. C'est ça que. Ouais, on m'a beaucoup testé sur ma capacité à bâtir une équipe et à trancher et est-ce qu'il est pas trop con techniquement et est-ce que il va être capable en fait de faire l'étape 0, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 qui vont venir très vite. Et du coup, quand ça se produit et quand on croit dans ce que tu dis, puis qu'à côté la boîte te dit en fait là on a à l'époque, eux, ils avaient, je pense, 7 feature teams. Ils étaient en train de passer à 10, je crois. Et non, c'est ça. Ils sont passés de 4 à 7, je crois, sur l'année 2019. Sur 2020, ils me disent, ouais, on va passer de 7 à 14. Grosso modo, il y en a tant, en fait, qui sont bâtir littéralement from scratch. C'était ma version de nos limites à l'époque, quoi. Et donc j'accepte, j'arrive dans leurs nouveaux locaux à Levallois 3 semaines après qu'il y a les nouveaux locaux, des locaux pour 1000 personnes. À l'époque, Doctolib, c'était 1000 personnes. La majorité en France, à Paris, avec des bureaux sales partout en France. L'Allemagne, c'était le tout début du bureau d'Allemagne. Je pense que côté tech, ils étaient 5, 6. Et là, boum, le Covid. 5e semaine. Moi, j'ai eu une semaine d'avant. Ouais, j'étais proche de Creil. Il y avait la base militaire de Creil qui avait eu les premiers cas de Covid. Donc, on avait une semaine de congé avant les autres, si on peut le mettre comme ça. Et donc avec une mission assez claire, il faut qu'on bâtisse Doctolib médecin, qui est un peu l'ERP du médecin, qui est comment je gère mes consultes, comment je gère le compte financier, comment je gère en fait le suivi des patients. Et tout ça avec les interactions avec l'État qui vont bien. FYI, il y a 3 personnes là qui bossent sur ton projet. Et il faut que tu recrutes 6 équipes ou 7 la première année, je ne sais plus. Et là, je fais, ok, on y va. Et accessoirement, on me dit, et toi, tu t'occupes du recrutement pour tout engineering. Donc, pour la mécanique, en fait, de recruter, en fait, pour moi et mes collègues. Et donc, on se lance, première année. On se dit 12 mois. 80% de ton temps, c'est du recrutement, quoi. C'est recruter et structurer. En fait, tu fais une équipe. Elle grossit trop, tu la splits. Elle grossit, tu splits. Et en fait, tu as déjà... dès le moment du recrutement, de toute façon, tu leur dis, là, ça va être rock'n'roll, en fait. Tu vas changer de manager. Tu vas changer de team. Et probablement plusieurs fois, en fait. Et même une fois que ça se produit, il faut quand même que tu fasses beaucoup d'actions, en fait, de sécurisation, si tu veux, du stress des uns et chacun pour se dire, en fait, c'est normal, c'est prévu comme ça, en fait, ce qui se passe. Ah, je vais changer de manager encore. Ouais, mais tu sais, en fait, on est dans ce contexte-là. Tu sais, je te rappelle on fait ci, on fait ça, on a tel deadline, on a tel objectif, en fait, de revenus, on va border tant de médecins, en fait, 6 mois après la mise en JR, la première release officielle, publique. Et ça, en fait, pour y arriver, on met tous les moyens.
on a tous les challenges pour toi. Reste calme. Tu vois. Stay calm. Et en plus, on recrute tout le monde en remote. Parce que bon, là, moi, je suis arrivé 5 semaines après. Donc, je suis arrivé le 20 janvier, je me rappelle, 2021. Donc, 9 mars, moi, je pars Covid. Ça, c'est le truc national, je crois. 16 mars. Et les recrutements, donc on a déjà les gens qui arrivent en février, mais les recrutements là, en mars commencent vraiment en mars. Mars-février, ça commence à arriver, et avril à juin. Là, juste dans mon scope, on a 5-6 personnes qui arrivent à tous les mois, et à peu près 10-12 côté engineering sur Doctolib. Et donc, on a ce moment-là juste à s'assurer en fait qu'on a un fil qui tient. Et je ne sais pas si Nicolas t'en a parlé, mais et ce qui fait aussi que ça marche c'est plutôt bien, c'est qu'il y a un choix aussi de process hyper simplifié et qui se manage très facilement, qui se casse assez facilement au niveau de tout ce qui était processus de développement en fait. La mécanique de feature team en fait, qui fonctionne sensiblement tous de la même façon, pas nécessairement sur leur day-to-day, mais sur leur contrat avec l'organisation, si tu veux. La même façon de gérer les bugs, la même façon de gérer leur dette technique, la même façon de gérer comment ils vont bâtir leur backlog de features, comment ils vont en prioriser, etc. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue là-dessus. Donc là, tu as une espèce de confort tu t'assois un peu sur cette partie-là et tu te focuses vraiment pour aller chercher les bonnes personnes, assembler les bonnes personnes et monter en compétence des managers que tu ne vas pas tout recruter, tu en mets beaucoup, que tu vas faire émerger des équipes. Et aussi détecter ce moment-là où ce que tu dis, ok, là, il y a un moment donné, il faut quand même que j'amène du sang extérieur, que j'ajuste, parce que ce truc-là, ça bouge tout le temps. Mais on a quand même une game à 10 ans, tu vois. Si tu fais tout juste pendant 3 mois, à un moment donné, c'est dur. Donc, on bâtit ce produit-là. On avait 1 an pour le faire, mais on commercialise à 15 mois, ce qui est quand même pas dégueu. En fait, on a aussi, il y a eu un rachat, en fait, d'une boîte à New York en fait, qui s'occupait de la partie facturation et de la partie aussi qui était certifiante pour ce logiciel-là. Et là, il y a un peu toutes les étoiles qui s'alignent et qui fait que début mars, février 2021, on sort ce produit-là. Donc Doctolib Médecin qui voit le jour et qui est le deuxième produit de Doctolib, qui est un peu caché du monde public, mais qui est aussi le fer de lance en fait pour tout ce qui peut être fait après. Une fois en fait qu'on a ce logiciel-là, on est capable d'aller beaucoup plus loin en fait sur l'accompagnement du patient, mais aussi du praticien en fait dans son day-to-day, qui passe un temps mais fou administratif. Donc première année, on termine l'équipe là, on passe de 3, 4, 5 jusqu'à 60, 70. Deuxième année, donc là qui est vraiment stabilisation de ce truc qu'on a bâti très 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 vite. Donc tu peux t'imaginer aussi le genre de soucis qu'on peut avoir. À construire, ou à construire vite ou à stabiliser? Parce que stabiliser, est-ce que c'est pas un souci quand en fait tu as recruté que des mecs qui kiffent avoir un truc qui va vite et qui est rock and roll? C'est vite, c'est rock and roll, c'est des gens aussi certains d'entre eux sont formés à la stack. Donc on est sur du Rails, on est sur du React. C'est pas tout le monde qui l'ont fait. On n'a pas recruté des gens qui étaient... t'arrives 3 semaines après, ils sont comme si ils surfent sur notre code base. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc ça va vite. Et c'est aussi, il y a des petits soucis à gauche à droite. Et il y a aussi des premiers utilisateurs qui finalement, parfois ils ont des grandes attentes. Même si on est clair qu'on est au début, même si on est clair que on n'a pas un logiciel. En fait, faut s'imaginer que la compétition sur ce genre de logiciel, elle peut avoir 20, 30 ans d'expérience en fait, sur le marché, et qu'après 20 ans, des features, tu en as beaucoup. Même s'ils sont sur un fond gris et blanc, qui sont moins sexy, ils sont peut-être moins fluides en termes de UX. Là, on est à se confronter à ça et à se dire oula, mais il nous manque encore plein de choses. Même si on le sait, en fait, quand tu te confrontes à la réalité, tu fais genre, ouais, merde, c'est vrai, en fait. Donc, du coup, deuxième année, c'est stabiliser là-dessus et stabiliser sur
l'engagement client, tout en accueillant en fait des cohortes de nouveaux utilisateurs, de médecins. Et donc, c'est des médecins que tu onboardes. Quand ça ne marche pas, la consulte ne se produit pas. Donc, il revient sur son papier. Si la carte vitale n'est pas bien associée, n'est pas bien lue, il sort la feuille papier. Il perd plus de temps. Donc, c'est la valeur contraire de pourquoi on fait ce logiciel-là, quoi. Et donc, on bosse sur ça, vous avez eu beaucoup de feedback comme ça, c'est arrivé ça, beaucoup. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé dans les deux sens, dans le sens où est-ce que on a eu des soucis qui ont empêché en fait des consultations d'avoir lieu, et à l'inverse, on a des consultations qui ont permis de détecter des choses avec des remontées en fait automatisées, qui ont permis d'éviter en fait des mauvaises situations en fait pour les patients. Donc on a tout ça, on fait le tri, puis on se dit on fait des choix en fait sur les prochaines features. Et déjà à l'époque sur la deuxième année, c'était en mode ok, on double down sur préparer le logiciel en Allemagne. Alors en Allemagne, on a bon, je suis québécois, mais je suis aussi français aujourd'hui quand même, mine de rien. On a une image des Allemands. Ils ne travaillent pas de la même façon, ils sont structurés, ils sont machin. C'est comme ça dans la santé, ils sont très 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 structurés. Le système fonctionne complètement différent, les services de l'État sont complètement différents, donc même s'ils font le même boulot, ils les font complètement différents. Et donc il y a aussi ce parcours-là certifiant qui est compliqué. Donc on se dit aussi qu'on va démarrer ça en même temps. Donc on continue de créer d'autres équipes. On finit... il y a d'autres pays qui auraient été plus simples de démarrer avant ? Écoute, grosse question. En fait, je pense qu'en termes d'attractivité pour un Doctolib qui va investir beaucoup pour avoir un ROI fort, il n'y en a pas beaucoup qui offrent un retour aussi intense que l'Allemagne. Et après, il y avait un autre choix, c'est d'aller sur d'autres verticalités. Donc là, à l'époque, c'était aussi de démarrer Doctolib Kiné. Donc là, qui était en fait un dérivé du coup de Doctolib Médecin, mais qui était vraiment pour les kinés, qui ont un métier vraiment différent. Eux, c'est vraiment des traitements en série qui vont effectuer. Une grosse problématique aussi de facturation, d'aller chercher des impayés, des choses comme ça. Donc, c'est pas du tout la même usage. Donc, au final, on a quand même un cœur qui reste le même, mais qui se décline sur plusieurs sauces. Et donc, on est sur cette deuxième année-là qui est riche en croissance, stabilisation et croissance autant onboarding de clients, plus onboarding de Doctolib, plus diversification en fait du produit. Donc plusieurs produits en un, si tu veux. Donc termine la deuxième année. Là, on est plutôt vers du 100, 120, quoi, peut-être milieu 2023 qu'on arrive à peu près à cette taille-là. Et ça te gratte on toujours a 14 équipes. Et non, en fait, c'est... T'es fatigué ? Je pense que je suis un peu fatigué. Je pense qu'il y a un truc qu'on dit chez Doctolib, c'est il y a un peu un côté 4 années en 1, quoi. Tu finis ton quarter, puis tu te dis, j'ai l'impression que c'était un an, en fait. Et tu regardes derrière toi, et toi, même là, aujourd'hui, je peux pas te dire on était combien à peu près à telle époque, parce que tout changeait tout le temps. Tout le temps. En 4 ans, t'as pris 12 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quasiment des années de chat, quoi. Et donc, j'arrive à la fin d'un cycle, peut-être un peu essoufflé, un peu envie aussi d'essayer autre chose. On arrive aussi sur les années où est-ce qu'il y a le côté illimité commence à prendre fin. Tout à l'heure, je t'ai dit 2023, mais on est plus sur du 2022 et demi, ouais, à peu près. Et on a... on commence à arriver au bout, en fait, de la croissance extrême, parce qu'entre-temps, on est passé de 1000 à 3000. Mon équipe passe de 5 à 120 à peu près, avec tout ce qui était reporting indirect. Et ensuite, on a une équipe engineering qui arrivait à peu près à 250, qui initialement était vers du 60 à peu près. Donc on a fait pas mal de trucs, on a fait pas mal de choses, et une machine de recrutement qui à son pic on avait 15 à 20 arrivés par mois, quoi.
des cohortes de Doctolib mensuelles à 50-60 personnes qui ont touché 100-110. Et ouais, t'accueilles 100 personnes par mois dans une boîte, c'est fou. C'est marrant, quoi. Et il y a une opportunité qui s'offre à moi à ce moment-là. Donc début 2020, mi-2023, ouais, début en fait. On dit ouais, ça commencera pas en juin, mais en fait, à partir du mois de mars, on donne tout de suite, ouais, non, mais fais ça en attendant qu'on fait la transition et tout. Donc j'accepte un poste de Chief of Staff du CTO et CPO. Rôle un peu particulier en fait, parce que je pense qu'il est pareil nulle part, puis en fait, il est très. Il existe peu en fait, finalement, en France. Ça veut dire quoi du coup? Grosso modo, en fait, j'aime bien comment moi, mon CEO d'aujourd'hui de chez MyTraffic me l'a résumé en 3 mots. Il dit ouais, t'étais le CEO de la tech et le produit. Je dis bah oui, c'est ça. En fait, mon job, en fait, c'était d'avoir des discussions assez courtes avec mes 2 boss et de les transformer en réalité. C'était un peu ça. Et donc, j'avais une équipe de 15 personnes qui était divisée en 4 pôles, si on veut. Un pôle qui était Product Operations. Donc là, c'est vraiment en fait comment tu standardises et tu fluidifies le plus de trucs possible dans ton cycle de idée à production. L'équipe Product Operations est typiquement axée sur le produit, mais là, on a fait un peu produit et tech. Ensuite, on pourrait résumer ça un peu à Operational Excellence, si on pense un peu au business en général. Ensuite, j'avais une partie de l'équipe qui était Tech and Product People Operations. Je me demande si je ne me trompe pas de nom d'équipe, mais grosso modo, c'est quoi en fait les politiques people par rapport à tech produit. Donc, et là, il y a toujours l'argument, mais ces gens-là auraient pu être chez People. La réponse, bah oui. Mais en fait, eux s'occupaient juste en fait de qu'est-ce que nous, on avait besoin en fait dans nos process People, que ce soit comp, que ce soit comment on annonce la race, par exemple, comment on décide des compes, comment est notre career path, notre job ladder. C'est quoi les attentes en fait pour tel ou tel type de rôle, et ainsi de suite. Donc on est un peu une extension de People pour gérer tout ça par rapport au changement qu'on voulait introduire. Et ensuite, on avait donc une 3e partie qui était qu'on a monté en fait, qui était Technical Program Management. Donc là, vraiment gestion de programme transverse, qui était une fonction qui n'existait pas chez Doctolib, du moins qui était en émulsion. Donc on l'a un peu formalisé. Donc tu as un gros objectif en fait qui ramène beaucoup trop de gens qui peuvent pas juste tout seuls se synchroniser. On fait appel à un TPM. Et une dernière équipe d'une personne. C'est une équipe? Moi, je le vois comme une équipe quand même, parce qu'avec elle, moi et l'équipe finance et people, on avait des... qui étaient finalement un peu, c'était vrai, la vraie équipe, on va dire, d'exécution. C'était staff plein et budget, en fait. On recrute combien de personnes l'année prochaine? On va les mettre on va prendre quel type de profil en priorité? On est rendu où sur le nombre de product managers? On est rendu où sur notre ratio en fait on a combien de product designers par équipe? À ce moment-là, on est passé à 60 feature teams. Donc on va aussi regarder à chercher comment on va équilibrer tout ça. Puis aussi, préparation du budget 2023. Là, il y a plus cette croissance de folie. Croissance quand même pour tech et produit. Donc maintenant, il faut un budget, quoi. Donc là, il faut un budget, puis il s'avère qu'il faut qu'on le respecte. Si je peux le résumer comme ça. On ne peut plus avoir des idées, des extra idées, quoi. Ouais, je pense que... C'est plus dur de les faire passer, quoi. C'est peut-être le choix, en fait, de qu'est-ce que tu fais avec tes ressources. Où est-ce que je mets mon investissement? Et de réfléchir en euros est devenu vraiment hyper important. Je pense qu'il a toujours été au final. C'est juste qu'en bout de ligne, le spend de l'année, même s'il était calculé, qu'il y avait des targets et tout, je pense que le landing était accepté, alors que là, le landing, il fallait le maîtriser. Donc voilà, c'était la 4e partie de l'équipe, donc une quinzaine de personnes, et on opérait finalement en fait, des changements dans cette organisation-là, quoi. Et donc la mission qui était associée à ça, c'était de se dire... Doctolib par Doctolib médecin, que à ce moment-là ça faisait 2 ans et demi qu'on développait,
un an et demi qu'on commercialisait. C'était de se dire, bon, on est une boîte qui est passée de monoproduit, monopays à multi-pays, multi-produits. Et ça veut dire quelque chose sur comment la boîte doit opérer, sur comment elle doit se regarder pour aussi atteindre ses objectifs à 5-10 ans, quoi. Et donc, pour faire ça, on a pas mal de changements à faire. Et grosso modo, mon taf, c'était de dire, bon, on fait quoi comme changement? Et ensuite, David, va s'il te plaît opérationnaliser et on se tient au courant, quoi. Donc ça démarre juin 2023. Je l'ai fait pendant un an avant mon départ. Du coup, moi, j'ai un profil finalement à quelque part atypique pour ce genre de rôle, dans le sens où un chief of staff, c'est souvent un consultant strat qui bosse typiquement aussi pour le CEO, mais il y en a aussi pour le CTO. Hein. On en voit quand même un peu plus. Des fois, qui vont être solo, qui vont en équipe de 15, comme j'ai pu avoir, et qui vont être très 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 fort sur l'opérationnalisation, arriver dans un meeting, tu vois, faire un gros entonnoir sur comment tout le monde va décider, puis ils vont y aller. Moi, je suis plus l'inverse, en mode non, je comprends très bien comment la tech et le produit fonctionnent. J'ai des intuitions de what works well, tu vois, c'est quoi bon, c'est quoi. Tu me présentes un truc et je me dis, oui, non, ça tient la route. Et donc, je suis plutôt fort sur le contenu. Et donc, j'ai ce challenge-là d'arriver à combler peut-être un peu plus ce gap de chief of staff / consultant strat qui mine de rien, très fatigant. Qui est la tête à gauche, à droite. En plus, moi, j'ai 2 patrons, donc j'ai appris aussi à composer avec ça. Donc ouais, je me suis éclaté. Qui était d'accord? Qui était évidemment toujours d'accord. Ils étaient alignés, mais comme une constellation qui ne change jamais. Non, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Parfois, il y avait des wins impressionnants. Mais moi, j'en ai retiré beaucoup d'apprentissage. En fait, j'ai vu un monde que je ne voyais pas. Non seulement dans leurs relations, mais aussi sur juste aussi les enjeux de OK, on prend une décision. On parlait encore de ton podcast là, avec Jérôme Dubreuil qui parlait de on prend une décision. Je pense que c'était ta question d'ailleurs. On prend une décision, après, qu'est-ce qui se passe en fait avec autant de gens? Moi, je l'ai vécu avec une organisation un peu plus petite. Comment elle va jusqu'au bout, la décision? Ouais, comment elle va jusqu'au bout et surtout, comment elle est prise en fait. Moi, ça, je le voyais pas. J'avais un gros scope, on avait des décisions à prendre, mais au final, j'avais toujours quand même un peu J'étais pas inquiet sur ma feuille de route. Là, j'étais inquiet sur ma feuille de route. Je disais, bon, ok, on va se dire que il faut qu'on change le mindset, en fait, de nos équipes. On a passé, donc, dans cette conquête-là, monoproduit, monopays, avec aussi une stack très simplifiée, en fait. Donc, monolithique. Un peu par exagération, le produit principal était monolithique. Après, il y a plein de trucs qui étaient autour, mais principalement monolithique. Donc, on veut changer le mindset de OK, court terme, on doit aller hyper vite, à non, il faut vraiment qu'on regarde loin et se dire OK, tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, il faut qu'il fonctionne pour ce qu'on veut faire dans 5 ans, qui est justement ce côté-là multiproduit. Donc, tu bâtis des briques, en fait, tu bâtis un peu ta plateforme interne qui doit se réutiliser. Donc, on est parti un peu de ce postulat-là. Donc, de là, se dit, on va réviser, en fait, les valeurs de la tech. Côté produit, à l'époque, il y avait un playbook en draft qui n'avait jamais été vraiment publié. Donc, on se dit, en fait, on va faire un playbook tech et produit. On va revisiter du coup ces valeurs-là pour en faire des tech et produits, parce qu'on veut aussi que ça soit complètement unifié. La tech et produits bossent vraiment beaucoup ensemble chez Doctolib, donc c'était pas, on partait pas de loin. Mais là, de l'officialiser, en fait, tes produits, tu t'occupes des problèmes de la tech, tes tech, tu t'occupes des problèmes de l'équipe produit. Donc ça, c'est un chantier qu'on lance dès en fait ma début de prise de poste avec un mec fantastique dans mon équipe qui avait jamais fait ça et qui a réussi à structurer le truc, à synchroniser des gens et des boucles de retour, de machin. Et évidemment, des discussions en chambre fermée entre CTO, CPO,
moi, machin, et des boucles évidemment avec Stan York, notre CEO, qui vient donner son avis. C'était assez challenging. Et pour qu'au final, on s'en sorte à peu près 4 mois après, ce qui est assez court, je pense, pour ce genre de projet, avec une équipe qui faisait 580, Taki Produit faisait 580, 600 personnes à cette époque-là. Quand même, ouais. Ouais, 450, 480, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, on finit ce truc, puis on se dit, bon, ok, next step. En fait, il faut changer notre job ladder. Parce qu'en fait, on a des attentes différentes déjà. Pour réfléchir à 3-5-1, ça veut dire que tu fais un peu plus d'archi en amont. Ça veut dire que tu ralentis aussi certains process, mais que, en fait, la persona qu'on veut que tu sois tous les jours dans ton day-to-day doit quelque part changer. Si ces exigences-là changent, ça veut dire aussi que les exigences du manager changent. Donc là, on rentre dans les boucles, ok, on va réviser en fait nos attentes sur le job ladder par rapport à ces nouvelles valeurs-là. Donc ça, c'est un autre chantier qu'on lance. Avec cette équipe-là, je te mets un peu people policy et aussi des gens qui aident à coordonner tout ça dans mon équipe. Entre-temps, on se dit, il faut faire le budget 2023 que je parlais tout à l'heure. Donc là, une version, 2 versions, des micro-discussions entre des execs. On prend ça, on fait, ok, en fait, c'est juste pas possible. Ok, mais comment on fait David, des solutions, s'il te plaît. Ok, les solutions. Ok, on le fait. Ah non, c'est pas la bonne. Finalement, on change. Le quand t'es pas là, sur tel pays, on sait des boucles infinies, donc qu'on fait en parallèle de tout ça, en fait. Et aussi en parallèle, un autre sujet, parce qu'on se dit, ok, on veut devenir cette plateforme-là qui est très modulaire et qui sert à composer des produits. Donc, en fait, il faut qu'on refasse notre archi. Bon, mais on va lancer un programme qui on va revoir en fait comment on découpe cette chose-là. Donc d'un côté, on se dit comment est-ce qu'on veut que les gens bossent, qu'est-ce qu'on attend d'eux. On regarde aussi leur process. Donc comment notamment un process qu'on a cherché à refaire, c'est comment on définit une archi, comment on la documente, comment on prend la prise de décision. Donc ça, c'était dans le process. Ensuite, on met un TPM à la tête pour dire, bon, ok, on récolte des objectifs, récolte des bonnes personnes à bosser là-dessus. On met les objectifs à gauche, à droite, et on se dit, première étape, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, on doit redéfinir, en fait, c'est quoi nos stratégies techniques. Comment on va gérer l'isolation de base de données, comment on va gérer l'isolation du run, comment on va faire en sorte de découper aussi notre produit en briques fonctionnelles qui sont viables en isolation et aussi d'un point de vue performance technique, lesquelles sont plus importantes ou pas. Donc là, on démarre dans un truc très compliqué. Et ça, c'est toujours en cours. De toute façon, tout ce que je viens de te dire, ça reste encore en cours, mais surtout ce dernier qui est un chantier de plusieurs années. Mais donc, j'ai tous ces trucs-là à jongler un peu en même temps. Et honnêtement, je me suis éclaté. Et je me suis aussi rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Mais j'ai appris un truc de ouf. Ouais. Donc tu te rends compte que tu n'as pas envie de ça pour le reste de ta vie. Ouais. Et là, une opportunité. Ouais, en fait, là, j'ai changé mon approche. Je te parlais un peu tout à l'heure justement d'Adavinta. Je pense rétrospectivement, je suis parti avec pas mal de frustration et il y a des choses que je me suis dit, sur cette fois-ci, est-ce que je pars pour les bonnes raisons ? Et c'est vrai que durant mon parcours chez Doctolib, dans la première année, j'avais eu une offre de CTO dans une start-up qui venait de lever une série A. J'ai fait les entretiens parce que j'avais des frustrations justement à ce moment-là. Je pense que justement que je traînais de Adavinta un peu. Malgré tout le côté excitant, tout ça, j'avais du mal en fait à me canaliser un peu là-dessus. Et j'ai en bout de ligne turn down l'offre concrète là on paper de CTO pour cette autre boîte-là, pour me concentrer chez Doctolib et aller chercher justement tous ces apprentissages-là, en fait, ce contexte-là, qui en fait était quand même fou, tu vois, je regrette vraiment pas d'être resté. Et aussi mettre en place aussi des bons rituels pour moi apprendre, moi aussi avoir de l'aide, d'avoir un regard extérieur sur moi, sur ma perf, sur mes interactions, puis sur les moyens que je prends pour mettre en place certaines choses. Et le côté Chief of Staff, cette dernière année-là, c'était un peu
la cerise sur le sundae ou la cerise sur le gâteau, on dit plutôt en France, de cet apprentissage-là. Et donc cette envie-là, donc d'être CTO, tu vois, être CTO, ça veut dire un peu tout et rien au final, mais au final de prendre une boîte en fait et de la faire fonctionner, de runner une boîte, de la faire croître et d'avoir aussi le siège que j'ai vu du CTO chez Doctolib, de prendre des décisions dures. Dures. Les décisions sont pas nécessairement dures, parce que je veux dire, c'est dur d'en prendre une finalement. Surtout au début, quand tu te dis, en fait, pas sûr que c'est la bonne, quoi. Mais on va y aller, puis on va faire le mieux qu'on peut. Donc, je me pose un peu sur qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire à 10 ans. Et là, je commence avec un bon conseil que j'ai reçu à décomposer, en fait, à 10 ans, qu'est-ce que je dois avoir fait avant ? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait pour le faire, et qu'est-ce que je dois avoir fait juste avant, et puis avant ce truc là juste avant, et après avant ce truc là qu'est-ce que je dois faire. donc je me suis dit je pense qu'il faut que je sorte de ce rôle là, j'ai appris de fou mais je peux plus le faire. Donc en fait j'en parle tout simplement ouvertement et je commence à regarder qu'est-ce que je peux faire à l'interne, et je commence aussi à regarder à l'externe, pas dans un mindset Du coup c'était quoi la réponse? C'était de ce que tu devais faire maintenant? Ce que je devais faire, c'était un cycle de CTO dans une boîte où est-ce que je pouvais vraiment capitaliser sur tout ce que j'avais comme know-how, et en ayant ce rôle complet-là, en fait, de dirigeant, en fait, d'une boîte, et ce rôle en COMEX aussi complémentaire. Donc forcément une boîte qui est tech à son essence. Et une boîte aussi qui a envie, qui est intéressante. Bon, ça c'est classique, hein, personne n'a envie de bosser pour une boîte qui ne l'intéresse pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai démarré cette recherche-là. Parce que chez Doctolib, j'aurais peut-être pu trouver des trucs qui s'y rapprochaient en fait. Mais finalement qui n'était pas le cas. Tu vois, ce que j'avais aimé par exemple chez Devinta, c'est un peu une start-up dans la start-up au final. Mais bon, il n'y avait pas d'option comme ça, donc finalement j'ai aussi regardé donc à l'externe. J'étais assez content d'avoir pris la décision avant de se mettre à chercher. Je pense que ça c'est une erreur que moi j'ai fait beaucoup et que je vois plein de gens faire. Mais j'ai pris ma décision avant, du coup je l'ai communiqué avant, et du coup tu as plein de discussions hyper constructives sur ok, mais moi je te vois bien, là, tu as des options, mais aussi des gens qui vont juste t'aider à dire ouais, mais tu parles de telle boîte, et ils vont dire ok, mais pense à tel truc. Genre pose ces questions-là justement sur comment ils font leur revenu, comment est-ce qu'ils vont aller les chercher, à quel point en fait les clients restent, etc. Des trucs un peu basiques au final. Bon, peut-être aussi rétrospectivement un an après ce rôle de CTO, mais donc je me mets à chercher et j'ai une chasseuse de tête qui me contacte pour MyTraffic. Et là je fais c'est quoi ce truc? L'explication qu'elle m'en fait, je me dis mais soit en fait c'est vraiment pourri, c'est un peu chelou, ou soit en fait c'est inusité, et en fait il s'est avéré que c'était assez particulier en fait comme challenge, un gros côté data. Donc en fait MyTraffic. Alors c'est quoi MyTraffic? Ouais, MyTraffic en fait, grosso modo ce qu'on fait, c'est qu'on achète de la donnée principalement en fait de données GPS de mobile en fait, qui nous aide nous à générer en fait des flux de flux piétons. Donc en fait on est capable d'aider plusieurs boîtes sur leur prise de décision, du genre toi tu veux bâtir un centre commercial, où est-ce que tu vas le mettre? Donc on va prendre plusieurs locations géographiques, puis on va dire voilà en fait le flux piéton qu'il y a. On fait aussi du flux véhicule par exemple. Voilà le flux qu'il y a, la traîne qui se passe depuis plusieurs années. Voici d'où les gens viennent. Voici en fait le taux de pénétration que tu peux avoir sur tout ce qui est environnement, ou même des gens qui vont faire beaucoup de routes pour aller à cet endroit-là, ou même beaucoup de routes au sens piéton ou véhicule. Et donc on fait ça en fait pour plusieurs acteurs du retail. Donc toi tu es une marque, tu es comme je disais un manager de centre commercial ou investisseur de centre commercial. Tu peux être aussi sur tout ce qui est grosserie,
T'es dans ton Intermarché, en fait, tu te demandes d'où est-ce que les gens viennent. Il y a ce rêve-là, en fait, de traquer. Évidemment, tout le monde, pour le marketing, savoir d'où tout le monde vient. Non, nous, forcément, on ne fait pas ça, en fait. Hein. Il y a forcément des grosses étapes d'agrégation et de data science qui se passent derrière. Et ce côté-là m'a séduit tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'en avais pas fait comme ça. Un gros setup big data avec une grosse appétence data science. Donc ça, c'est peut-être le plus qu'il y avait par-dessus. Et ce rôle de CTO avec la partie web, donc je connais quand même plutôt bien, dans une boîte qui est en croissance, qui vient de lever sa série B et qui a envie de s'étaler à l'international. Là, c'est tout récent, la série B ? La série B, c'était novembre 2023. Ok. Donc, Non, 2022, pardon. 2022. Moi, je suis arrivé là en mai-juin 2023, ça va faire un an, ouais, donc c'est novembre 2022. Donc, une levée de 30 millions il y a maintenant un an et demi, ouais. 30 millions, on est sans limite ou on est avec des limites ? Ouais, super question. On est avec des limites. C'est une levée qui arrive à un moment difficile, donc qui montre aussi beaucoup de confiance. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui lèvent 30 millions à fin 2022. Je dis croissance, c'est plus ce moment en fait de zero interest rate qui termine, qui est à sa fin. Donc j'arrive en fait avec un challenge qui est assez double et qui est parfois aussi difficile à communiquer aux équipes, qui est en fait on doit maîtriser nos coûts, mais vraiment solidement. D'un autre partie aussi, il faut qu'on aille en optimiser, et en même temps il faut qu'on aille chercher un ARR de dingo. Il faut qu'on fasse plus de produits, et il faut qu'on le diversifie, et il faut qu'on y aille vite. Donc on a tout ça à faire en même temps. Super challenge. Toi, dans ton rôle de CTO, l'ARR, c'est quelque chose qui te... dans les décisions que tu prends et dans les suggestions que tu as, l'ARR, tu l'as en tête, quoi. Ça doit faire partie de... Ouais, deux choses, l'ARR et le churn. Donc sur la partie... on va dire l'ARR, le new, quoi. Ouais. Il y a ce côté, ok, il va y avoir une stratégie en fait qui est de produit sales qui va dire, ok, là on va bâtir ces lignes de produits-là. On veut avoir telle croissance. Chacune de ces lignes de produits-là a une maturité qui est différente en termes de conquête du marché. Il y en a qui sont historiques, il y en a qui sont à faire, littéralement. Il y en a qui sont promettrices et il y en a qui ont aussi un coût associé. Dans notre milieu, nous, on va acheter de la donnée. On va process beaucoup de données, on va stocker beaucoup. Donc, un coût associé. Donc, il y a vraiment le côté héroïste qui est hyper important sur tout ce qu'on fait. Et de l'autre côté, il y a aussi mettre l'argent au bon endroit. Donc, il y a forcément un processus où est-ce qu'on va dire c'est quoi les meilleurs problèmes à craquer et là où est-ce qu'on va mettre notre effort. Mais ça, il faut le combiner en fait avec le côté anti-churn. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui doit continuer de bien servir nos clients en termes de availability de temps de réponse sur le web, sur les API, des choses comme ça. Et ensuite, nous, on génère des insights. Donc, en fait, on a un côté... si je compare avec... je pense que l'image qu'on a beaucoup de la data science, c'est je vais bâtir un modèle qui va dégrader peut-être en qualité over time, mais j'ai des métriques en fait hyper claires qui me disent ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc je vais retrain mon modèle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer des insights de façon régulière avec une entrée qui change tout le temps en fait. On reçoit une donnée qui est variable sur certains des volumes ou certaines propriétés qu'il peut avoir. Et on veut toujours générer cette qualité-là. Donc moi, je dois m'assurer aussi que ce truc-là fonctionne très bien pour pas générer de churn. Et donc là, ça va amener des investissements en fait d'une partie de notre effort sur maintenir et s'assurer que ça on le fait bien et aussi toujours mieux. Donc d'un côté gestion de dette, d'un côté amélioration continue et d'un autre côté investissement pour le futur. Et évidemment au travers on achète une boîte.
on rachète une boîte qui s'appelle GeoBlink, qui est madrilène, qui est aussi très remote post-Covid et qui est une compétitrice directe de MyTraffic, qui maintenant est un ami direct. On a ça aussi qui est venu se mêler à tout ça et qui amène aussi pas mal de challenges, mais au final, je pense aussi pas mal de richesses. D'un point de vue produit, où est-ce qu'il y avait une partie compétitive, mais il y a une partie qui était complémentaire. Et une richesse aussi en mode... ce qu'on a découvert, par exemple, au fil de l'eau, c'est un peu un cousin éloigné, quoi. Ils ont à peu près le même âge, si tu veux, que MyTraffic. Ils sont posés à peu près les mêmes questions. Et ils ont juste pris des petits chemins différents. Ils ont rencontré à peu près les mêmes challenges. Ils ont juste pris des chemins différents qui les ont amenés. Et là, de mettre ces gens-là ensemble, notamment côté tech produit, ça apporte des choses, quoi. Ouais, c'est marrant, quoi. Ils se disent, mais en fait, on n'a pas bossé ensemble, mais en fait, on s'est complètement... Ouais, exactement. Et c'est assez magique, ça. Et tu parlais des difficultés. Enfin bon, toi, dans ton rôle, malgré tout, c'est quand même 2 cultures, c'est 2 SI, il y a des overlaps. Effectivement, ça crée certaines difficultés. Ouais, il y a des investisseurs qui sont derrière. Il y a un board qui est, évidemment, on acquiert une compagnie, c'est pas juste pour qu'il soit là à côté, pour booster en fait la shit. À quelque part, il y a des synergies à les trouver. Mot magique, du moins qu'on utilise beaucoup magiquement souvent, mais là en fait il est ultra réel, c'est-à-dire il y a des duplicats, il y a des choses qui sont identiques, il y a pas mal de monde, et en fait au final une acquisition ça reste aussi quelque chose qui va mettre à l'avantage la nouvelle compagnie ou le nouveau groupe que devient en fait la fusion de ces 2 boîtes là. Donc on rentre dans une acquise, donc moi j'en avais pas fait chez Doctolib, mais j'en avais vécu dans une due deal, donc j'avais quand même un petit peu d'expérience là-dessus. Je pense que mon expérience chez Adevinta aussi m'avait approché du genre de challenge, même si c'était pas de la fusion, pardon. Et donc ouais, on arrive une équipe qui cherchait un acheteur depuis un moment, des équipes qui étaient un peu en mode ça fait 1 an et demi qu'on fait que garder les clients contents, donc ça a un côté avantage dans le sens qu'ils s'attendaient à quelque chose. Tu vois, c'était pas un mode tu vois, c'était un peu mais c'était on s'attendait à quelque chose, tu vois. Okay. Donc là il y avait juste tu vois des joueurs qui attendaient de se faire passer la balle, donc ça avait un certain avantage, et en même temps un plan en fait qu'il faut dérouler, qui est en fait il y a un peu trop de monde, il y a un peu de duplicat à ce moment-là, donc en fait on va laisser partir là en dessous de 8-10 personnes à peu près sur une équipe qui faisait 40-45, donc ce qui fait à peu près 20%. C'était pas le truc hyper violent qui était avec des, je pense, des moments très très inconfortables pour une grosse partie de la boîte, et genre un cycle de 3-6 mois que les gens s'en remettent de cet événement là. Heureusement j'ai pas trop eu ça, mais ça s'est produit. Donc t'arrives, tu dis, tu faut quand même le gérer, quoi, ça, effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais déjà bossé avec des Espagnols, donc tu vois, j'étais assez confortable pour comprendre qui ils étaient assez rapidement. C'était quoi un peu les modes de vie, les habitudes, leur façon de discuter. C'est marrant, tout à l'heure on va donner un exemple. Le meilleur exemple, pour moi, c'est les Italiens, tu vois. Un Italien, t'as l'impression qu'il crie. Donc ils vont avoir des débats hyper forts, et si toi tu hausses la voix, vu que tu hausses pas la voix de la même façon qu'eux, ils vont penser que toi tu cries, et ils vont te dire mais pourquoi tu cries. En espagnol c'est pas exactement ça, mais il y a plein de petites choses comme ça où est-ce que tu essaies quand même de percevoir le body language qu'ils vont avoir en fait, pour comprendre est-ce que ce qu'ils pensent est aligné avec ce qu'ils disent, et ensuite aller creuser et les faire parler et comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, et ensuite parler où est-ce qu'on va et ta place dans ce truc-là, et on est content que tu sois là, et ça va être dur. Un peu comme Doctolib. Il va y avoir plein de trucs, ça va être compliqué, mais là c'était pareil. Pendant 3-6 mois, on va devoir apprendre à bosser ensemble, on va devoir prendre des décisions dures. En fait, on va pas tout garder notre stack. On va pas fonctionner de la même façon qu'on fonctionnait.
Et donc vient aussi, quelques temps après, le message de, en fait, cette infra que vous avez et la nôtre, ça coûte cher. Il y a des trucs en commun, donc, que je faisais allusion tout à l'heure. Et donc aussi, là, une baisse drastique de coûts, en fait, pour aller montrer à nos investisseurs, ouais, regardez, on fait une acquisition de boîte, on exécute sur nos synergies, c'est pas du blabla. Tout le monde est content d'être là. Bon, je tire le trait, hein. Mais c'est-à-dire, j'arrondis, mais ouais, il y a une équipe qui est engagée, il y a une organisation qui a vraiment fusionné. C'est pas un truc où est-ce qu'on a posé des gens à gauche à droite, non, ils bossent ensemble. Et ça, pour le coup, là, on est 6 mois dedans. Et ouais, pour moi, expérience géniale. J'espère qu'ils vont toujours être comme ça pour des acquisitions éventuellement futures, quoi. Et seuil de renta, là, vous y êtes presque, vous y êtes, ou c'est quelque chose, je sais pas, le seuil de rentabilité pour MyTraffic? Ouais. Je pense que ça, c'est un chiffre que je peux pas te partager. Eh ben, ne le partage pas. mais je peux quand même te dire dans les grandes lignes, ouais, effectivement, peut-être pas de chiffre, mais oui, on est quasi rentable sur nos activités historiques et on l'est pas sur ce qu'on développe le plus, quoi. Sur la zone d'investissement, pas encore. Ouais, voilà. Et là, on a fait l'acquisition sans refaire de série. On n'a pas fait de série C pour faire l'acquisition. Donc, donc ouais, gros signaux positifs là-dessus. Et c'est un peu la route là qui se dessine. C'est ok, comment on continue cette croissance-là de diversification et voir peut-être d'autres acquisitions, quoi. Ok. Et toi, on arrive peut-être tout doucement à la fin du podcast. Est-ce que... tu connais peut-être les quelques dernières questions. Je me lance. Est-ce que tu as une expression, un proverbe, un mantra ou plusieurs à part la cerise sur le sundae. La cerise sur le sundae, ouais, peut-être tu vas la garder celle-là. Ouais, moi, c'est un truc un peu... quand tu m'as posé la question, j'ai un peu creusé. Et c'est vrai que j'en ai une que je pense que j'ai jamais vraiment verbalisée. Donc, tu m'as aidé à me frameworker un peu, me connaître un peu plus peut-être. C'est qui demande rien n'a rien. J'ai croisé... En fait, c'est un truc que ma mère me disait, en fait, si on revient à mon enfance. Et je pense que j'ai adopté sans m'en rendre compte. Et c'est vrai que dans ma carrière professionnelle, on croise beaucoup de gens qui veulent des trucs et ils ne le demandent pas. Ou ils n'y vont pas droit au but, quoi. Tu vois. Et moi, c'est un truc que je m'efforce de faire. Et en fait, tu prends... les réponses sont souvent quelques options. T'as... oui, non. T'es couillu de me demander, et ok. Et là, tu dis, ça, c'est lui qui n'oserait pas demander, tu vois. Ensuite, t'as dit un non, mais pourquoi pas, ou un non, et puis t'apprends à vivre avec, en fait. Mais il faut oser, faut y aller, en fait. Il n'y a pas de... Au culot, quoi. Je sais pas si c'est du culot, en fait, c'est juste... en fait... Oui, tu perds rien à pas demander, quoi. Exactement, et c'est un peu bâtard, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ratent des opportunités d'aller à la pêche de ce qu'ils veulent de façon juste directe, et voilà. Ok. Et ça t'a bien réussi? J'espère. Est-ce que tu as un surnom? Écoute, ou plusieurs. J'ai pas de surnom, vraiment. Sportivement, on m'appelle le caribou. Je pense. Ça, c'est un surnom, hein, quand même. Hein. Ça reste un surnom, mais je pense que c'est juste que je l'assume pas, quoi. J'en ai un peu marre qu'on me rappelle que je viens du Québec. Je dis oui, le caribou est un type de renne qui vient d'Amérique du Nord. Non, mais il y a ça. Et non, ce qui me fait marrer, c'est que quand j'ai réfléchi un peu, je me dis, en fait, on m'appelle souvent Daniel par erreur. Je sais pas pourquoi je t'ai appelé Daniel. Et, je sais pas non plus, en fait, mais je serais curieux que tu m'expliques pourquoi. J'ai toujours pas eu de réponse. Tu me fais penser à Daniel. Ok, donc Daniel n'est pas un surnom, mais c'est bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Ouais, c'est plutôt bizarre, ouais.
Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Ouais. En fait, je pensais un peu à, je sais pas, chaos et management, quoi. Un truc, c'est compliqué. Comment on réfléchit? Mais durant notre discussion, je me dis 4 vies dans une chez Doctolib, c'était pas mal. 4 vies dans une. Je te propose autre chose, tu choisis. Vas-y. Par rapport à... C'est revenu plusieurs fois dans le podcast, je dirais un truc autour de des fois ça me gratte, ou actuellement ça me gratte pas, ou un truc comme ça, sur un titre un peu énigmatique. Là, énigmatique, carrément, et vu que j'ai lu Globetrotter, pardon, je pense que ça va peut-être en piquer. Ouais, je suis chaud. Pour le des fois ça me gratte, ou pour l'instant ça me gratte pas? Des fois ça me gratte. Des fois ça me gratte. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose? Ouais, tu m'as pas demandé pourquoi la France. Eh ben, c'est vrai ça. Pourquoi la France? Bah parce que je l'aime bien cette France. Au final, je suis arrivé ici sur une histoire, hein, forcément. J'avais une grosse envie d'être à l'étranger. Je pense que ça tu l'as senti. Oui, ça te grattait pour le coup. Ça me grattait. Ouais, je suis pas sorti du Québec très tôt après mes études. D'ailleurs, j'ai fait un an de mes études au Mexique. J'avais fait un stage aussi en France. J'avais déjà un peu goûté les pains au chocolat. Et en fait, je viens ici, j'ai rencontré ma femme, on s'est établi. Et je pense que je suis aussi tombé en amour avec le côté, gros amour des bonnes choses, les artisans, la valorisation des artisans. C'est la diversité aussi géographique des gens. Ouais, je kiffe. Et j'aime aussi le côté imparfait. Ok, pas d'envie de retourner au Canada, pas un projet de vie un jour? Je pense que ça va venir, on va y aller, je pense quelques années, un de ces quatre, mais on n'a pas encore de timeline. Je pense qu'une aventure franco-canadienne, ça serait pas mal si ça se pointe, mais c'est pas le genre de truc sur lequel tu tombes sans être déjà dedans, si tu veux. T'es déjà dans l'aventure qui peut peut-être exister. Mais non, j'aimerais bien retourner quelques années. Et je pense que culturellement, professionnellement, c'est l'endroit aussi que je ne connais pas, en fait. En fait, je connais très bien la culture québécoise, évidemment. J'ai bossé là, j'ai fait 3 tonnes de stages. J'ai bossé toute mon adolescence et durant toutes mes études dans les restaurants, mais aussi dans l'informatique, quoi, dans mon métier de développeur. Mais après, j'ai fait 4 mois avant de venir en France chez CGI Québec. Et là, demain, tu me ramènes. Je pense qu'eux, ils vont penser que je suis français, quoi. Je pense qu'ils vont m'associer à autre chose. Ok, et ben écoute, on suivra tes aventures de voyage. Rendez-vous dans 5 ans, 6 ans, 10 ans pour voir où t'en es. Ouais, avec si plaisir. Ça t'a gratté. Ça m'aura gratté. À très bientôt. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.